mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vélo podcast où on va débriefer le Dauphiné, répétition générale à un mois du Tour de France. Forcément, pour en parler, mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël est avec moi. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. FP, juste avant de parler du Dauphiné, petite aparté, en bref, les petites actualités du moment, parce que y a quand même des Français qui ont brillé. On a vu Lenny Martinez remporter la dernière étape de ce Dauphiné, on va en parler un peu de Lenny Martinez, mais il y a son compère des jeunes, Romain Grégoire, qui l'a emporté en Suisse, à côté de pas loin de chez toi, en Suisse, mais peut-être pas dans ton canton. C'était du canton de Zurich, je crois, il me semble. Bon, canton de Zurich, énorme descente sous la pluie, il l'emporte et on a 3 Français dans le top 4 de cette première étape du Tour de Suisse. Oui, de toute façon, c'est marrant parce que c'est vraiment le cyclisme un peu à l'ancienne aussi, parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de gros leaders ou de grosses équipes sur ce Tour de Suisse, on l'avait dit, puisqu'ils sont tous au Dauphiné, tout simplement. Donc il n'y a que Joao Almeida, on va dire, dans une équipe avec l'UAE qui faisait un peu office de monstre, avec aussi Jayco autour de Ben O'Connor, mais en fait Jayco a commencé à tout faire péter, donc ils se sont retrouvés un groupe de 28 coureurs assez vite, et tu as des coureurs leaders qui se sont fait piéger comme Almeida ou Félix Gall, et voilà, il y avait une montée finale à Course-Nart, et il y avait Romain Grégoire, Vauquelin et Alaphilippe avec Bert Lehmann de la Jumbo qui ont fait ce jump-là et qui ont réussi à partir de ce groupe de 28. Et franchement, quand on a vu ces 3 Français, il y avait surtout Vauquelin, je trouve, et Grégoire qui était vraiment au-dessus, pour avoir vu la course. Et donc Grégoire qui nous fait une descente incroyable. Et c'est là où on se rend compte quand même du vivier qu'on a. Je parle en termes de chasseurs d'étape, pas forcément de classement généraux. Mais avec cette victoire et ces 3 minutes d'avance sur Almeida et Félix Gall notamment, il y a un coup à faire pour Kevin Vauquelin, je pense. On a peut-être enfin un successeur à Christophe Moreau. Attention, on va pas s'emballer. On va pas s'emballer. Il y a quand même Ben O'Connor. Un chrono à la fin. Oui, exact. Mais chrono en montée. Ouais, en plus, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Donc on va suivre ça. Mais on enregistre ce lundi en milieu de journée, alors que la deuxième étape a pas encore rendu son verdict. Mais on a Kevin Vauquelin qui a 20 secondes de Romain Grégoire au général. Alaphilippe, on va le mettre de côté pour le général, mais Kevin Vauquelin très bien placé. Il compte une cinquantaine de secondes d'avance sur Ben O'Connor qui est 5ème, qui sera peut-être le danger numéro 1 avec du Pablo Castrillo aussi. On va suivre un petit peu la suite et donc tu l'as dit, Joao Almeida termine dans un peloton à plus de 3 minutes. On voulait en parler un petit peu quand même de ce Tour de Suisse qui a débuté. On suivra un peu cette semaine en bref, parce qu'on va pas en faire des tonnes et des tonnes sur le Tour de Suisse. Juste avant cela, il y a eu le Tour de Suisse femmes remporté non pas par Demi Vollering mais par Marlene Reusser. Rapidement, FP Marlene Reusser qui a quand même une année 2025 très intéressante pour sa première année hors SD Works, leader de la Movistar. Elle a terminé 2ème du Tour d'Espagne derrière Demi Vollering au début du mois de mai. Avant cela, elle avait fait aussi 2ème du Tour de la Communauté de Valence en février, là aussi derrière Demi Vollering. Elle s'est intercalée en permanence juste derrière Demi Vollering et les autres remportent le Tour de Burgos où n'était pas Vollering et elle bat Demi Vollering au Tour de Suisse. Et à 2 mois du Tour de France, 1 mois et demi du Tour de France femmes, sincèrement, elle s'avance un petit peu comme l'outsider numéro 1. Attention à la FDJ Suez. Effectivement, après Demi Vollering l'a dit, elle savait pas trop pourquoi, elle se sentait vidée et très faible. Donc c'est ça, elle a pas réussi à suivre Marlene Reusser, mais Marlene Reusser, effectivement, tu as dit, elle marche très très fort, donc c'était pas surprenant. Donc il faut qu'elle profite des occasions que Demi Vollering manque quand c'est une course par étape. Donc voilà, après Tour de France, c'est encore loin, il y a encore d'autres épreuves pour les femmes, donc on va attendre de voir, mais voilà, je pense qu'on pourra sentir un peu le pouls dans quelques semaines. Mais là, c'est un peu tôt, mais effectivement, ça fait partie des outsiders. En tout cas, peut-être pas la numéro 1, mais en tout cas, dans la liste derrière les monstres, oui, elle est là. Et on la verra notamment au Tour d'Italie, Giro Donné. D'ailleurs, ça a été annoncé que le Tour d'Italie Femmes va changer de date, puisqu'il est toujours en confrontation avec la première semaine du Tour de France Hommes. C'est une très bonne chose pour la visibilité du Giro d'Italia Women, qui a été récupéré par RCS, l'organisateur du Tour d'Italie
hommes à suivre. Donc on verra, Vollering ne sera pas au Tour d'Italie, ce sera Labous et Musique en co-leader pour la FDJ Suez. Juste avant de passer au Dauphiné, Paul Magnier, double vainqueur en Belgique, 2 victoires en 2 jours. Dvarsdor et Hagelang, Duracell Dvarsdor et Hagelang, où c'était FP, une course un peu entre cyclocross gravel. Il a montré une puissance de dingue et pourtant il a eu quelques petits problèmes. Paul Magny, il montre qu'il n'est pas seulement un bon sprinter. Effectivement, ça on le savait, hein, mais je crois qu'il a fait des courses VTT, il a remporté des courses il vient importantes. Du VTT, Il vient du VTT, donc non, c'était, on voit la puissance qu'il a, le potentiel qu'il a. Effectivement, il a connu un début de saison en World Tour un peu plus compliqué, mais c'est vrai que le niveau est le plus élevé, donc c'est normal. Et là, on voit qu'il retrouve de la confiance et il bat des noms en fait à chaque fois, peut-être sur des épreuves un peu plus faibles, je parle en termes de prestige, mais ça reste des épreuves très difficiles. Et quand tu bats, c'est Philipsen, hein, hier, je crois qu'il bat au sprint d'un cheveu. C'est pas sur le Hageland, mais c'est hier. Le lendemain sur le. Alors attends, je te le sors, le Elsteden-Ronde Brugge. Voilà. Oui, Philipsen, Viviani, Kogut, Demar 6ème, Christophe 7ème, Groenewegen 10, Hayden 11. C'est une belle. Voilà, c'est une belle. Prometteur. Belle liste derrière lui. Prometteur, voilà, on a parlé un peu de ses résultats en bref qui concernaient notamment les Français, les équipes françaises avec la FDJ Suez. FP, on va passer au Dauphiné parce que ce Dauphiné a rendu son verdict. Victoire de Pogačar, on a tout simplement le podium du Tour de France de l'année dernière qui se retrouve sur le podium. Non pas parce que c'est Lipovic qui fait 3ème, mais qui était à la lutte pour la victoire finale de ce Dauphiné. On a vu une répétition générale du Tour à un mois du Tour. Oui, c'est ça. On avait vraiment toutes les conditions comme un mini Tour de France. On s'y attendait. On n'a pas été déçus. Parce que voilà, sur cette semaine, chacun a montré ses points forts. Je pense à Remco sur le chrono. Ses points faibles aussi. Je pense toujours à Remco en montagne. Mais voilà, on a vu aussi Pogačar-Vingegaard. Évidemment que Pogačar a remis les pendules à l'heure après un chrono assez compliqué dans la semaine. Pour quelle raison, ça on ne saura pas pour l'instant, mais est-ce que c'est le matériel, est-ce que c'est lui? Alors lui, il explique qu'il n'a pas tout donné au début pour garder un peu d'énergie, mais qu'il aurait dû en mettre plus au début du chrono. Bon, voilà, c'est une stratégie. Voilà, moi je trouve que Vingegaard, par rapport à l'ambiance qui est un peu de dire Pogačar a écrasé le Dauphiné, certes il l'a maîtrisé, ça je dis pas le contraire, mais Vingegaard il prend pas non plus une tôle. Alors certes il prend, je crois il prend moins d'une minute à peu près au général final, mais je trouve 59 secondes, mais avec les 2 secondes laissées par Pogačar à Vingegaard à la dernière étape. Mais tu vois, ça se joue à la marge et franchement, moi je trouve que Vingegaard il est moins fort que Pogačar. On le sait, quand Pogačar est à ce niveau-là, c'est très compliqué d'aller le chercher. Il est sur un nuage. Enfin, franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Même quand t'es Vingegaard, t'as l'impression que, je crois que c'est samedi sur la montée où Pogačar accélère légèrement. T'as l'impression que Vingegaard, déjà au bout de 10 mètres, il sait qu'il peut pas suivre. Donc il se met à son rythme et puis il maintient l'écart, 15-20 secondes. C'est comme ça. Pogačar, il est inatteignable pour l'instant. T'as personne qui ose l'attaquer évidemment, mais de toute façon, dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux faire? Vu comment il part, à part se mettre dans le rouge. C'est ça. Si tu à moins d'exploser, moi je trouve que Remco, il a assez mal géré ses premières montées. Je crois que c'était vendredi et samedi où tu sens qu'il, je sais pas s'il essaye de suivre, mais en tout cas, t'as l'impression qu'au fur et à mesure que la montée, s'enchaîne, il recule de plus en plus. D'ailleurs, je crois que c'est Lipovic qui lui met un tir aussi à la fin samedi. Donc, je sais pas. Je pense que tu vois, Pogačar, faut vraiment, en fait, presque l'oublier en fin de compte. Je parle pour les autres, Lipovic, Evenepoel, même Vingegaard en fin de compte, parce que à un moment, on s'est même dit, Visma a une très belle équipe par rapport à Pogačar qui est vite esselé, mais même ça suffit pas. Jorgensen n'a pas réussi à tenir. J'oublie qui, il y avait Ben Tullet aussi qui avait fait une très belle montée. Je crois que c'était vendredi et samedi aussi. Pareil, il a pas tenu sur la distance. Seb Kuss, on l'a moyennement vu. Donc en fait, ça se joue à la pédale comme on dit souvent, et malheureusement, Pogačar est plus fort que Vingegaard pour l'instant. Question un peu provoque. Est-ce qu'il a déjà assommé le Tour de France à un mois du Tour de France? C'est ce que je disais quand j'ai vu un peu l'alarmisme sur les réseaux sociaux notamment, pour dire ça y est. Alors, mais il a assommé le Dauphiné. Après, moi, le Tour de France, j'oublie pas que c'est dans 15 jours. On a déjà vu tellement de choses se passer ces dernières années, 3 semaines même plutôt. Tu vois, où ça peut changer sur plein de choses, il peut y avoir des chutes. En fait, c'est tellement aléatoire. Bien sûr qu'en haute montagne, on peut dire que Pogačar est plus fort que Vingegaard, mais on n'a pas attendu le Dauphiné pour le savoir, moi, je trouve. Donc, voilà, maintenant, à voir qu'est-ce qui va
va se passer sur ce Tour de France. Il n'a pas déjà sommé le Tour parce que de toute façon, le Tour n'a pas démarré et la première semaine, il n'y a pas la haute montagne. Ça va être un profil qui plaît à Pogačar également, mais qui n'est pas sans risque. On ne sait pas quel temps il va faire, on ne sait pas quelles seront les stratégies de course. Donc, je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Et Visma a sa carte à jouer justement là-dessus pour un peu mettre le boxon dans ce peloton. Et ça tombe bien que tu parles de stratégie parce que moi je trouve que ce qui a changé chez la Visma et ce que j'ai vu dès ce Dauphiné, c'est une stratégie plus offensive. On sait que de toute façon, si on attend de batailler en 1 contre 1 avec Pogačar, s'il est en forme, bah, tu l'as dit, il est quasiment imbattable. Parce que moi, Vingegaard, bon après c'est toujours le test, hein, on se dit Vingegaard, on attend la haute montagne, c'est là qu'il peut battre Pogačar. On a vu que sur la haute montagne, sur ce Dauphiné, Pogačar était au-dessus de Vingegaard, mais j'ai vu des Visma plus offensifs. Je pense à la toute première étape où dès le dimanche, la première étape, on a vu Vingegaard sur un profil qui était plutôt attendu pour des sprinters, mais avec quelques petites bosses dans le final. On l'a vu attaquer. On a vu des Visma tenter des coups de vis loin de l'arrivée. On peut penser, alors c'est quoi, c'est à l'étape de Combloux vendredi où il tente un coup à mi-parcours. Il tente aussi, alors de toute façon comme on n'a pas vu l'intégralité des étapes, c'est un peu compliqué aussi. Le samedi, alors qu'il y a une étape avec trois cols de hors catégorie, c'est dès le premier col de la journée que je me remette dessus, la Madeleine. Je crois qu'il tente un coup dans la Madeleine ou est dans la Croix de Fer. Bon, ils ont tenté, ils sont juste tombés sur plus fort. Tu l'as dit, quand Pogačar attaquait, Vingegaard était un petit peu dans la roue, mais au bout de 200-300 mètres, il pouvait pas tenir la puissance de Pogačar, qui est déjà bien en forme, qui a bien coupé après Liège-Bastogne-Liège et qui est revenu. Bon, on l'avait dit en avant Dauphiné, hein, de toute façon quand ils coupent, ils reviennent. C'est plus comme avant, ils ont besoin de monter en puissance. Peut-être qu'ils montent en puissance, hein, mais ils sont un peu tous à forme égale. Il y en a pas un qui est sorti du Giro qui enchaîne après. Là, c'est vraiment tout le monde focus sur le Tour de France et on voit. Pogačar, Vingegaard, Remco Evenepoel. Derrière, je sais pas s'il est en avance par rapport à l'année dernière. Tout le monde dit oui, il est en avance par rapport à l'année dernière. Vous inquiétez pas trop. Il va être encore plus en forme sur le Tour de France. Ouais, je parle de Remco Evenepoel. Oui, j'en profite parce que je les lis les trois de toute façon. C'est ce qu'on c'est avait le podium dit, du Tour de l'année dernière. Oui, mais c'est ce qu'on avait dit, je trouve, sur l'avant Dauphiné. Moi, je suis rassuré sur la condition physique parce qu'on avait répété plusieurs fois que Remco Evenepoel avait vécu un gros traumatisme cet hiver, une grosse blessure, une grave blessure. Lui-même dit que son épaule ne sera plus jamais comme avant après son accident. Et moi, je trouve que voilà, quand tu vois le chrono qu'il fait encore, alors oui, en haute montagne, mais de toute façon, en haute montagne, de base, je trouve qu'il est moins fort que Pogačar et Vingegaard. Alors de toute façon, ça changera pas. Après, là, il prend peut-être beaucoup plus que prévu. Là où il m'a déçu, c'est peut-être face à Lipovic, même si Lipovic nous a bluffé dans l'autre sens, et lui, il progresse aussi énormément. Mais Remco, il est à sa place, et je trouve qu'effectivement, physiquement, par rapport à l'an passé, il est beaucoup mieux. Ouais, si tu compares le Dauphiné 2024 à celui-ci, Remco est meilleur. Après, on compare les deux Remco, et malheureusement il y a aussi la concurrence qui est en face. Oui, Remco Evenepoel qui termine au final de ce Dauphiné, je crois à la 4e place du général exactement, derrière Lipovic. Il termine à 4,21 de Pogačar. L'année dernière, à titre de comparaison, il termine 7e du Dauphiné à 2,25 de Roglic. Il n'avait pas pris un tir en montagne aussi, lui, il me semble. L'année dernière, oui, il avait gagné le chrono, mais en montagne, il n'avait pas tenu la distance. Là aussi impressionnant au chrono, hein, Remco Evenepoel. Moi je pense que Tadej Pogačar, c'est mon humble avis, il dit qu'il n'a pas voulu commencer à bloc au début. Moi je pense que notamment dans la descente de la bosse qu'il y avait sur le chrono, il n'a pas pris tous les risques non plus. Tu le voyais dans les trajectoires, elles n'étaient pas aussi tendues qu'un Evenepoel qui lui était comme un frappadingue dans la descente, tout en étant contrôlé, un frappadingue en étant contrôlé. Il y avait énormément de puissance. Même Vingegaard prenait plus de risques, je trouve, dans les courbes que Pogačar. On s'est tous dit attention, il a pris une quarantaine de secondes sur le chrono. Et derrière, il a réglé tout le monde. Il a pris 48 secondes par Evenepoel et 28 secondes par Vingegaard. Bon, finalement, on a vu un Pogačar qui est bien au-dessus. Est-ce qu'il a assommé le Tour ? Un mois du Tour, bon, ça c'est encore trop tôt pour le dire. Tu l'as dit, une première semaine qui est un petit peu pour lui. Puis après, on va bien voir. Il faut pas être en forme trop tôt, même si on sait que
Ils sont quand même. Ouais. Là, ils sont ensemble tout le temps. Ouais, voilà, ils sont forts tout le temps. C'est un peu ça le problème. Voilà. Bon, pour conclure, je pense que FP, on a un peu fait le tour sur les états de forme de Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. On va parler un petit peu des tops, des flops du général un peu plus tard. Juste avant ça, je veux qu'on parle des Français. Les Français, parce qu'ils ont quand même été sur le devant de la scène, sur ce Dauphiné, ils n'ont pas fait tâche. Paul Sexas, faut qu'on en parle quand même. 8ème du général, à 18 piges. Ouais. Il perd 2 places sur le dernier jour avec une malheureuse chute. T'as des chute. regrets en plus. C'est ça le fou, qui était 8ème et t'as des regrets. Enfin, je parle en tant que spectateur, hein, pas forcément. Mais bien pour sûr, lui. alors il est 6ème du général avant cette dernière étape. Sauf qu'au moment où c'est Tobias Salland du Johannessen qui attaque à 10 bornes de l'arrivée sur la dernière étape, il y a un accrochage en queue de peloton. Il est dans cet accrochage, il perd du temps. Et il perd une grosse minute, je crois, sur Henrik Mas et Matteo Jorgensen. Et moi, ça le fait glisser de 6ème à 8ème place du général. Je pensais qu'il y avait que dans les jeux vidéo que tu tombais en montée. Alors non, c'est très rare, mais je crois que c'est arrivé. C'est arrivé à qui ? Peut-être un Ion Izagirre ou un Joaquin Rodriguez il y a quelques années. J'en ai souvenir, mais c'est hyper rare. Il n'y a que sur Pro. Oui, c'est hyper rare. Après, voilà, que ça lui arrive maintenant, il avait vécu une semaine exceptionnelle quand même. Alors, il ne faut pas oublier aussi que Paul Sexas a fait un chrono incroyable également. On voit aussi la puissance du contre-la-montre pour une fois qu'un Français se débrouille bien. Ouais, alors je pense que j'étais pas forcément hyper convaincu par la stratégie Decathlon au moment où ils l'ont annoncé. Même si je comprenais, mais c'est vrai que tu disais 18 ans, il y avait d'autres courses à faire, je pense, avant ça. Au final, ils ont peut-être raison. Après, il faudra voir c'est quoi son programme. Moi, j'espère quand même que Paul Sexas, il va pas faire d'autres choses World Tour cette année, en disant voilà, t'as vu le plus haut niveau, c'était un peu ton Tour de France, maintenant tranquille, tu te reposes, tu vas aller tranquillement au Tour du Poitou-Charentes chez toi, Guillaume. Tu vas aller tranquillement, tu vois, en clair, on ça. veut pas le voir sur le Tour d'Espagne. Ah non, je crois pas. Il faut pas. Alors même moi, tu vois, je me posais un peu la question parce qu'est-ce que c'est, vu qu'il grille les étapes aussi vite que d'autres coureurs ont fait aussi, est-ce que il est prêt, allons-y. Mais en fait non, tu vois que même malgré tout physiquement, même là, à la fin, quand il arrive à la fin dans les montées, déjà une semaine, c'est beaucoup pour lui. Je pense que 3 semaines, là, tu le tues, quoi, et tu le grilles trop vite. Donc non, il faut absolument le laisser tranquille maintenant. Il a fait son Tour de France, 8ème place au général, c'est parfait. On disait, on a des regrets parce que, évidemment, tu vois, en fait, j'ai des regrets, pas par rapport à sa performance, parce qu'elle est exceptionnelle, incroyable, il y a tous les superlatifs qu'on veut. Mais en fait, c'est parce que qui est devant lui? Alors, Jorgensen, je le mets peut-être à part, mais plutôt Henrik Mas, je suis désolé, et Mas, je l'aime bien, hein, mais je trouve que Sexas a montré a plus de mérite sur ce Dauphiné que Mas, que Sexas, pardon. Non, oui. Sexas a plus de mérite que Max, pardon. Et Mas, je trouve qu'il profite un peu des circonstances, et il n'a pas fait un super chrono, il était à l'attaque hier, mais il se fait vite rattraper aussi. Moi, je trouve que voilà, il aurait mérité une petite 7ème, 6ème place avec un peu de chance. Il était vraiment derrière Johannessen, il n'y avait pas à dire. À la pédale, il est 6ème. Sans cet accrochage, il est 6ème du général. Ouais, c'est le plus jeune de l'histoire à faire cette performance. Effectivement, mais en tout cas, à 18 piges en World Tour. Voilà, soyons patients. Il a vraiment fait un super Dauphiné. Il a bluffé tout le monde parce que je pense qu'on va attendre. En fait, ça qui est drôle avec lui, c'est que toi comme moi, je pense qu'on l'attendait à ce niveau. Enfin, à ce niveau. On l'attendait à un bon niveau. On l'espérait. Voilà. Et en fait, c'est rare que les Français répondent présent, les jeunes en tout cas. Je veux dire, au moment où on les attend, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça fait bizarre d'avoir un coureur qui répond à nos attentes d'une fort belle manière et en plus qui dépasse presque nos attentes. Donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont les étrangers aussi qui nous disent là, vous avez un crack. Ouais, c'est ça. Oui. Genre, enflammez-vous, allez-y. Enflammez-vous, allez-y, profitez. Nous, on a eu, tu vois, les Belges, ils nous disent nous, on a eu Evenepoel, là, vous avez Sexas qui arrive. C'est fou de se dire ça. Et de se dire aussi qu'on a un Français qui est bon en chrono, mais qui joue le général aussi. Ouais, et là, il termine 10ème du chrono à Saint-Péret. Et en vrai, Paul Sexas, là, moi je suis Decathlon AG2R, alors je sais qu'ils ont Bruno Armirail qui vise le titre de champion de France du chrono, mais Paul Sexas au chrono des championnats de France. Ah là, S'il prépare bien son coup, il est qu'à 5 secondes de Cavagna, qui est le meilleur français du chrono, 7ème du chrono du Dauphiné. Il va y avoir bataille. Hein. Ah oui, clairement. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Oui, sur le championnat de France, t'as raison. Non, mais franchement, alors, je dis pas de le protéger à tout prix, mais le championnat de France, Tour du Poitou-Charentes, Tour de l'Ain, il doit y avoir des trucs à faire là, cet été, alors, donc c'est très bien. Le programme qui est pour l'instant annoncé pour lui, c'est le Tour de l'Ain. Voilà. Donc c'est le début du mois d'août, exactement. Le Tour du Luxembourg à la mi-septembre, donc normalement il ne devrait pas y avoir de Tour d'Espagne, on l'espère. Et
apparemment le Tour du Guangxi Ah. au mois d'octobre, Ah. qui est une course par étape, voilà, où il y a une petite arrivée en côte avec une belle montée dans ce Tour du Guangxi, mais c'est bien pour l'instant le programme qui lui est proposé depuis le début de saison, c'est très équilibré je trouve. Il a fait l'UAE Tour qu'il n'a pas terminé, mais il n'était pas maladroit non plus dans cette UAE Tour. Il avait commencé par une 5e place dès le début au Grand Prix de la Marseillaise. Il fait 2e de Paris-Camembert, étape manche de Coupe de France au mois d'avril. Il va faire le Tour des Alpes, où il brille au Tour des Alpes avec cette victoire main dans la main de Prud'homme devant Sexas. Il fait 2e place, il fait 12e du général, en craquant à un moment donné sur une étape à Aubertilliach, voilà, le 15e. Il remporte le classement par points, il est pas loin au classement de la montagne, et là sur ce Dauphiné, il confirme encore. Donc il y a une sorte de montée en puissance. Tu as raison, il faut pas l'envoyer sur 3 semaines. Déjà qu'il brille sur les courses par étape d'une semaine, et puis après on verra. Voilà. Bon, on a parlé de Paul Sexas, on va passer. Mais c'est juste un point comme Oui. ça. Je pense que malgré tout, pour l'année prochaine ou dans les prochaines années, il faudra quand même recruter en montagne, parce que je pense qu'il pour l'accompagner assez loin, il lui faut quand même, je pense, un bon coureur, et avec tout le respect que j'ai pour les autres coureurs autour de lui, il n'a pas encore ça chez AG2R. Ouais, on verra peut-être l'équipe Décathlon L'Oréal. C'est ce qui était annoncé là. Ça démenti. La rumeur qui a été démentie. Il y a du budget en tout cas dans cette équipe-là, et c'est vrai que mais il y avait notamment un Bruno Armirail pour travailler avec lui. Bruno Armirail. On va en parler juste après, mais je voudrais qu'on parle de Lenny Martinez rapidement. Lenny Martinez, alors. J'allais Qui te nous a dire fait du Lenny Martinez, comme d'hab. Voilà, j'allais te dire grande déception du Dauphiné, enfin grande déception, non, déception du Dauphiné parce qu'on l'attendait dans le top 10 du général, mais au final, il sauve un petit peu son Dauphiné avec cette victoire d'étape à la dernière étape. Exactement. Et puis, en fait, quand tu regardes sa saison, tu veux dire quoi? Enfin, je sais pas, moi, en fait, que si tu parles sur la stratégie Bahreïn depuis le début, alors, hormis là où le général était annoncé quasiment avant en disant, ouais, on joue le général, d'habitude, ils disent toujours, Lenny joue les étapes, et puis voilà, on va voir. Là, c'est vrai que c'était annoncé le général, et puis, pas de bonnes jambes. On voit que c'était compliqué pour lui, mais depuis le début de la semaine, c'était pas facile. Même dans le contre-la-montre, on l'a vu, il termine 21e du contre-la-montre, assez loin. On l'attendait, quand on voit un Paul Sexas qui est 10e, on pouvait attendre Lenny Martinez au moins dans le top 15 du contre-la-montre. Voilà, c'est ça. Et puis, mais quand tu vois ce qu'il fait lors de la dernière journée, en fait, c'est un coureur, il lui en faut pas 10 000 pour qu'il gagne, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est un coureur très malin. On se rappelle quand même qu'en fait, au final, sa carrière a commencé il y a 2 ans. Oui, 2 ans. Ouais. Et tu regardes tout ce qu'il a déjà gagné, tout ce qu'il a déjà fait. Enfin, tu vois, est-ce qu'on se rend compte? Enfin, je sais bien, mais moi, tu vois, souvent, on est assez dur. Oui, alors évidemment, il jouait général, il a pas réussi. Bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier Français à faire ça, en tout cas. Et pas le dernier coureur à faire ça. Mais sur Paris-Nice, une étape. Dauphiné, une étape, 4e à la Flèche, il fait 5e général au Catalogne, il a porté le maillot rouge de la Vuelta, il a remporté le trophée de la Guaiglia. Enfin, je sais pas, à un moment donné, tu veux quoi de plus? Il est vraiment très très bon. Il performe, il a gagné une étape au Romandie aussi face à Joao Almeida en faisant un peu la même tactique, en faisant semblant d'être, enfin pas semblant, c'était compliqué, il est très malin. Je trouve qu'il est très malin. Il a un style sur le vélo où il se déhanche énormément, il fait mine qu'il est vraiment dans le rouge, et il a fait pareil à Enric Mas, et bim, allez hop, il lui a mis mine à 10 bandes de l'arrivée, terminé. J'étais sur France TV à ce moment-là, et je crois que c'est Laurent Jalabert qui dit à Thomas Vauclair, tu l'as formé, Lenny Martinez, pour qu'il fasse ça. Et c'est drôle parce que c'est vraiment le style Thomas Vauclair. Bouche grande ouverte, non, vas-y, je passe pas de relais, je peux pas, c'est trop dur. Et puis là, bam, il t'en met une. Alors ouais, après c'est horrible parce que à l'inverse, qui avait fait ça à Thibaut Pinot c'est pas le Giro, mais tu sais, c'était oui, c'était un Colombien. C'est pas Iner Rubio, peut-être Rubio, mais tu vois, quand on nous le fait à notre idole, c'est compliqué. On a les boules, mais là, je peux avouer que c'était quand même assez drôle. Et Lenny Martinez, je trouve que c'est très intéressant en vue du Tour de France notamment. Parce qu'il est annoncé sur le Tour de France. Alors il y aura je pense, double leader avec Santiago Buitrago qui est il joue que les étapes. Il fait que les étapes. Qui? Lenny. Alors voilà, je trouve que c'est intéressant parce que Lenny Martinez, tu peux te dire, il peut peut-être s'accrocher pour le général, c'est ce qu'on attend de lui, mais il a la capacité, en étant un peu largué au général, de se remettre dedans pour aller gagner des étapes. Et je vais aller au-delà, sur un Tour de France, gagner peut-être un maillot à poids. Parce que, comme l'a fait son grand-père Mariano Martinez il y a quelques décennies, alors je ne veux pas me tromper, mais peut-être dans les années 70, il me semble, Mariano Martinez, il est en capacité d'aller chercher peut-être un maillot à poids. Et franchement, il la met au fond. C'est ce qu'on attend des Français. Ne jouez pas que les, 10e place, top 10 à vous accrocher.
Si vous n'êtes pas en capacité, allez-y, jouez aussi le général. C'est pas ce qui est aujourd'hui, c'est ce qu'on avait il y a 15 ans, notamment avant la génération Bardet et Pinot, où on était très content des top 10. On n'allait pas aller chercher en plus que ça les étapes. On n'était pas tant chasseur d'étapes que ça. Aujourd'hui, je trouve que la mentalité a un petit peu changé. Lenny Martinez, il se mue, il est aussi en capacité d'être un chasseur d'étapes, et c'est très intéressant. Après, aujourd'hui, ça peut presque changer, parce qu'en fait, quand tu vois les écarts qu'il y a, et sur un Tour de France, c'est toujours plus gros aussi. Quand tu vois les monstres qu'il y a devant, au final, c'est pas les mêmes batailles. Tu vois, si t'es pas tout près, si t'es pas 5e, si par exemple t'es 12e, 8e, t'as une place dans l'échappée. Si tu vois, si t'es à 15 minutes déjà, au bout d'une semaine ou 2 semaines, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ça, c'est pas aujourd'hui, c'est pas parce que tu joues général que tu peux plus remporter des étapes pour avoir des bonnes sorties. Tu vois, à une époque, c'était plus compliqué. Mais là, aujourd'hui, je pense que malgré tout, tu peux le faire. Au-delà de ça, je suis assez d'accord avec ton discours. Après, c'est toujours pareil. Moi, je trouve que, tu vois, au début d'une carrière comme ça, profite, gagne les étapes. Et effectivement, à un moment, quand tu t'es bien mesuré à tous tes adversaires, et quand tu le sens aussi, parce que il faut le sentir. Et je pense que c'est ça aussi, parfois, qui fait défaut à nos jeunes coureurs français. C'est peut-être la pression qu'ils subissent trop vite. Et puis, ce côté, je ne dois pas me planter, en fait, hein, tout simplement. On l'a vu avec, il y a une époque, Thibaut Pinot, c'était un peu ça, le placement, tu vois, où à chaque fois qu'il y avait une cassure, c'était pour lui. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça doit être mental aussi. Donc, quand il sera prêt, il sera, voilà, je pense que il dira avec son équipe, mais ouais, c'est assez, je suis bluffé par ce qu'il a fait. Un petit mot juste au passage par rapport au travail du général, comme tu disais, un coureur qu'on n'a pas du tout vu sur ce Dauphiné parce qu'il n'était pas forcément avec les leaders, mais qui décrochait assez vite, mais qui fait 15e, c'est Mathis Rondel. Je disais, alors Jordan Gégat 14e aussi, faut le signaler, mais moi je disais Mathis Rondel parce que j'en ai parlé dans l'avant Dauphiné, et qui remplit ses objectifs en fait, et c'est ça qui est intéressant. Un jeune coureur français, 21 ans, 15e, bien joué. Ouais, bien joué. Juste Lenny Martinez, il va avoir 22 ans dans un mois, faut pas l'oublier, parce que c'est vrai que Paul Sexas, il y a 18 piges, il lui met pratiquement un coup de vieux à Lenny Martinez. C'est vrai. Paul Sexas. Tu parlais des autres Français, ça tombe bien, donc Jordan Gégat 14e. Bon, tu vois, je t'avais dit top 20. Tu avais dit Louis Barret. Non ouais, voilà. Bon, Louis Barret, je me suis un peu enflammé sur le top 20, mais j'ai vraiment cru avant le dernier week-end. Mais il fait quand même un super Dauphiné dans ce qu'est capable de faire Louis Barret, et son profil de plus puncher que véritable grimpeur. Mathis Rondel donc 15e, Guillaume Martin 10e. Bon voilà, Guillaume Martin arrivé à la Groupama FDJ l'hiver dernier à 10 minutes pile et 1 seconde de Tadej Pogačar, qui sera co-leader avec David Gaudu sur le Tour de France. Certainement, après il faut voir comment est David Gaudu, mais oui, c'est certainement ce qui est prévu. Puis à noter, alors, il n'est pas français, mais il court dans une équipe française, et on le retrouve un peu, c'est Emmanuel Bourman, l'Allemand, qui fait aussi une belle 11e place. La Cofidis. Et exactement. Après, parmi les autres Français qui ont Axel Laurence et Emilien Janière sur les étapes au sprint. Intéressant, Axel Laurence qui est capable de jouer de plus en plus sa carte personnelle au sprint. Du mal à scorer, Axel. Hein. Oui, mais en fait, Axel Laurence, c'est pas un pur sprinter. C'est un très bon sprinter, mais quand il y a peut-être les grosses cuisses, comme des Groenewegen et compagnie, qui sont plus dans le peloton. Ou des Joe Milan, tu vois ce que je veux dire? Mais il a du mal à scorer. L'an passé, il scorait plus chez Alpecin, et il n'a pas changé son registre. Hein, donc, je sais que c'est pas facile, hein, et qu'il y a beaucoup de concurrence dans son profil aujourd'hui. Mais Axel Laurence, c'est dommage. Cette année, il est toujours bien placé, je trouve. Il lui manque ce petit truc. Je sais pas ce qui manque, hein, si c'est dans le placement, si c'est dans la puissance, si c'est dans autre chose. Mais il est vraiment pas loin à chaque fois. Mais ça va finir par tourner. Hein. Mais c'est vrai que je pense que sa première partie de saison chez Ineos, on peut dire que c'est frustrant. Ouais, frustrant. Il est toujours très bien placé. Mais bon, on va voir. Autre Français, moi, que j'aime bien et que je suis de près, c'est Emilien Janière à la Total Energy. Il fait pas beaucoup de bruit, c'est un pur produit de la formation de Vendée, si je me trompe pas. Et Emilien Janière, voilà, le petit sprinter qui monte de plus en plus dans la hiérarchie, qui a une vraie bête physique, hein, sur le vélo, qui a une vraie belle puissance, qui est toujours bien placé. Et quand on voit le niveau des sprinters, notamment sur le Dauphiné, où il y avait vraiment de la densité, c'était très intéressant de le voir bien placé. Ouais, et puis aussi un mot sur Paul Penouet aussi, qui a fait, alors qui a été déclassé sur un sprint, mais qui est toujours dans le top 10, enfin même top, je crois qu'il était 6 ou 5e à chaque fois. Donc voilà, aussi Paul Penouet s'est rassuré. Alors oui, on n'a pas les meilleurs sprinters du monde, c'est évident. Il nous manque maintenant ces profils Arnaud Desmarnes, Nasser Boigny qu'on a pu connaître à une époque. Mais voilà, on a des coureurs passe-partout et qui sont un peu plus dans
sprint moderne. Malheureusement, il leur manque un peu de puissance pour la plupart. Mais voilà, c'est des coureurs en World Tour. Faut espérer. En fait, ce qui me fait de la peine pour ces coureurs, c'est que j'espère au moins qu'ils en gagnent une. Tu vois, un jour une belle, Ouais. je veux dire, hein, pas forcément, tu vois, mais ils en gagneront forcément en Coupe de France ou ailleurs. Mais tu sais, sur un critérium, sur un Paris-Nice, sur un Tour de Suisse ou quoi. Bah voilà, ça serait bien parce que je pense qu'il y en a des coureurs qui méritent. Et Janière, effectivement, cette année, si il peut en scorer une belle, ça serait bien mérité par rapport à son année. Et comme Axel Laurence. Intéressant, Emilien Janière. En bref, Bruno Armirail, maillot à poids Oui. de ce Dauphiné. Et sincèrement, mais quand tu vois ce que fait Bruno Armirail depuis le début de saison sur les courses par étapes, donc maillot à poids pour 3 petits points devant Tadej Pogacar, il a fait le taf avant l'arrivée finale de ce dimanche. Il a été maillot à poids du Tour du Pays Basque, 3e du classement de la montagne au Tour de Catalogne. Ben écoute, si chez Decathlon AG2R on vise pas totalement le général, on peut peut-être laisser un petit peu de liberté à Bruno Armirail pour se faire plaisir en montagne. C'est un bon grimpeur, c'est pas un excellent grimpeur, mais c'est un bon grimpeur et j'ai l'impression qu'il prend du plaisir à aller maintenant dans les échappées. C'est un très très bon rouleur, aussi un des meilleurs rouleurs français. Ah bah, je pense que quand t'es avec lui dans l'échappée, t'es content. Hein. Ah, t'es bien content. Mais franchement, Bruno Armirail, maillot à poids du Dauphiné après avoir été au Pays Basque, je me dis pour le Tour de France, c'est assez intéressant. Ah oui, c'est clair, oui, non. Puis Bruno Armirail, moi, je pense que quand tu fais une équipe, si on avait une équipe type France, tu sais, comme dans les années 60, 50, Oui. là, Armirail, il a totalement sa place. C'était un des premiers noms que je mets, hein, parce que passe-partout, très bon en chrono, très bon rouleur, très bon en montagne, enfin, très bon en montagne, pas très bon, mais bon. Mais franchement, c'est le cours passe-partout excellent. Hein, dans une équipe, tu peux pas le mettre. Hein. C'est vraiment, oui, je pense que dans le profil, on n'a pas mis en France. Et il fait 21e du général, l'enfant de Bagnères de Bigorre, le Pyrénéen. Donc voilà, fallait parler des Pyrénées. Avant de terminer ce podcast, FP très rapidement, en bref, les tops et les flops. Alors, on y va. Dans les tops, Florian Lipovitz, 3e du général final. Ouais. Faut juste qu'il s'achète, comment dire, pour être Qu'est-ce qu'il doit un s'acheter sens tactique, on va dire. Voilà. Ouais, bon, après, il apprend aussi. J'allais dire un puis, cerveau, ouais. ça va être un peu dur. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, il a un peu gâché quelques attaques. Après, moi, je préfère des coureurs qui attaquent qu'ils attendent. Donc, pas trop de reproches à faire là-dessus. Ouais, et intéressant, je crois que Lipovitz s'est annoncé sur le Tour de France avec Primoz Roglic. Ouais. Bon, ça peut être intéressant, la double carte Red Bull Bora. Ah oui, normalement, mais je pense que Lipovitz, vu ce qu'il montre, tu peux lui laisser la casquette entière. Hein. Ah bah, 2e de Paris-Nice, 4e du Tour du Pays Basque et 3e du Dauphiné. C'est une belle année. Hein. Ah, clairement. Ah oui, clairement, c'est l'année de la confirmation pour lui. Ça, je suis d'accord. Moi, dans mon top, si jamais, moi, plutôt côté sprint, c'est Jack Stewart aussi, qui fait un très bon retour. Il remporte une étape et puis ça fait quelques mois que ça va mieux. Alors, c'est lui qui a fait un peu sa sensation avec son nouveau vélo aussi de Israël. Qu'est-ce qu'il est beau ce vélo. C'est une merveille technologique. Mais Jack Stewart, ancien de la Conti FDJ et aujourd'hui chez Israël, qui remporte une victoire et c'est mérité par rapport à sa saison. Et voilà, vraiment très beau sprint de sa part et il a fait une belle semaine aussi. Et d'ailleurs, il score quand son leader au sprint abandonne. Le même jour, c'est le même jour qu'il score, qu'il remporte sa victoire d'étape. C'était Pascal Ackermann, voilà, 5e étape qui a abandonné et victoire tout de suite derrière de Jake Stewart, qui avait anticipé un sprint face à un Jonathan Milan qui avait été usé. Plutôt dans l'étape, allez, dans les tops, j'avais mis Mathieu Van Der Poel maillot vert aussi. Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'il peut être maillot vert à Paris? Oh oui, bon, ça c'est sûr. Enfin, après, Van Der Poel, c'est un peu. Est-ce qu'il veut l'être? Ouais, exactement, c'est ça. Est-ce qu'il veut? Voilà, c'est plutôt la question. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut l'être? Alors, sur le Tour de France, est-ce qu'il y a Jasper Philipsen qui est annoncé? Je crois que oui, voilà. Il y a même il y a Philipsen et Caden Groves qui sont annoncés, en plus de Mathieu Van Der Poel. Alors ça, c'est un train magique. Hein. Alors là, si t'as Van Der Poel, Groves pour emmener Philipsen, ou inversement, je vois pas Philipsen emmener le sprint pour Groves. Ah non. Mais voilà. Bon, en tout cas, Van Der Poel, oui, bon, forcément, je pose la question, mais bien évidemment, qui est capable de remporter le maillot vert. Maintenant, on va voir. On sait qu'il est toujours au fait des consignes d'équipe. Et puis j'avais mis les Tobias Salandu-Hannessen. Lui, de toute façon, il renaît un petit peu toujours dans ses courses préparatoires. Et puis après, derrière, il a un peu du mal à la mettre. Il a 25 ans, c'est un peu l'éternel espoir. Et bon, bah voilà, il fait 5e du Dauphiné. Mais maintenant, l'an dernier, il fait 35e du Tour.
bon, bref. À voir. Tu l'attends un petit peu, toi, Tobias Harland du Hanessen? Oui, alors j'attends, je regarde attentivement parce qu'on sait jamais, c'est le genre de coureur qui peut avoir le déclic un peu plus tardif. Donc effectivement, là, il a l'air très en forme, mais je suis d'accord avec toi, c'est que ça arrive souvent ces dernières années où il nous fait des courses préparatoires assez impressionnantes. Alors comme ça, jamais. J'ai pas souvenir, enfin peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas souvenir de. Je crois pas. Je aussi regarde belle justement performance, l'instant. mais j'ai pas souvenir. Non. Mais effectivement, en tout cas, il faisait souvent 10, 8 par là. Mais là, 5e du général, c'est pas arrivé souvent, donc à surveiller. Devant des Jorgensen, des Enric Mas, des Carlos Rodriguez, bon bref, voilà. C'est intéressant, Tobias Harland du Hanessen. J'ai parlé de Carlos Rodriguez, la transition vers les flops, parce que Carlos Rodriguez, clairement, je sais pas ce qui se passe pour lui, c'est compliqué. Ouais, Ineos sur le classement général, là, ça fait un moment que c'est compliqué. Hein. Donc, Carlos Rodriguez, c'est le symbole de tout ça. Franchement, il a du mal à confirmer en fait. Je trouve qu'on attendait beaucoup au début, il a toujours été bien placé et voilà. Dans mes flops, moi, alors même si aujourd'hui, il a réussi à remonter un petit peu avec la chute de Paul Sexas, mais Enric Mas, j'en parlais tout à l'heure, ça reste une déception. On parle quand même d'un coureur qui est censé podium de grand être tour derrière les monstres. Ouais, voilà, podium. Et puis donc tu vois, normalement, tu mets un niveau entre guillemets de Lipovic techniquement. Et ouais, donc voilà. Et pas que parce qu'il est mauvais en contre-la-montre. Hein. C'est tout simplement qu'en montagne aussi, il n'a pas été au niveau des autres. Mais Enric Mas, après maintenant, on le connaît, hein, il sera là dans la haute montagne. Il a 30 ans. J'ai envie de te dire qu'il a plus grand chose à prouver. Il fait 2e au Pays Basque et 3e en Catalogne cette année. Bon, est-ce qu'il a trop forcé sur les stages en altitude avant? Peut-être aussi ce qu'on peut dire de Lenny Martinez aussi avant le Dauphiné. Est-ce qu'il a trop forcé en stage avant d'arriver au Dauphiné? Peut-être que on va le voir après sur le Tour de France, je pense. Hein. On verra sur le Tour de France, hein, je pense. Ça va être, on va dire, d'un coup, la première semaine, on va voir comment ça se passe. Mais moi, je suis assez curieux de voir justement les formes. Après, c'est toujours pareil, le Dauphiné, tu vois, quelle stratégie tu as employée? Est-ce que le Dauphiné est un objectif? Je suis pas certain vraiment pour ces coureurs. Et puis, que veut faire la Movistar avec Enric Mas notamment, ou même avec ses coureurs de manière générale? Est-ce qu'ils veulent maintenant s'accrocher pour les classements généraux ou aller tenter des coups de temps en temps? On a vu qu'Enric Mas était dans l'échappée de la dernière étape parce que aussi il était lâché au général. Allez, rapidement, j'ai mis Buitrago et Benilli aussi dans les flops parce que Buitrago, je l'attendais beaucoup plus haut, lui qui avait été 10e du Tour de France l'année dernière, et Buitrago au général, je le recherche, je sais pas, je le trouve pas. Il termine combien, Buitrago? Tu l'as, toi? Je l'ai pas, non, il est trop loin pour moi. Non, il termine pas le Dauphiné. Voilà, forcément. Il a abandonné. Compliqué, Buitrago, il termine pas le Dauphiné, donc voilà, j'attendais beaucoup mieux. Et puis Benilli, parce que j'attendais de Benilli, je voulais voir ce que ça donnait. Bon, il fait 37e du général, c'est compliqué. Ouais, Benilli, j'attendais pas au Dauphiné, hein, personnellement. Ouais, tu l'attends toujours pour faire des petits coups de temps en temps, aller dans les échappées. Pour une étape, c'est ça. Bon, on va voir. Allez, bon, FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à toi. Voilà, on y est à un mois 3 semaines du départ du Tour de France, chez toi à Lille. La pression va monter, tout le monde va se mettre au frais tranquillement, on va voir quelques-uns peut-être briller au Tour de Suisse cette semaine. Et FP, on va dans Vélo Podcast faire monter un petit peu la pression avant le Tour de France, avec des podcasts de présentation du Tour. On va aussi avoir un podcast avec les copains de Vélo Futé pour parler un peu de la pression avant le Tour sur les montées et les descentes en World Tour, parce que il y aura là aussi ce Tour de France qui sera un peu dicté pour les équipes de milieu de bas de tableau World Tour par cette pression des points à marquer. Et puis on l'espère, on est en train de caler ça, mais quelques interviews avant le Tour de France. On va pas donner de nom. On espère que ça va aboutir. Voilà, c'est juste ce que je peux dire. On est en négociation. Voilà, on est en négociation avancée, très avancée avec les équipes et certains pour avoir des interviews et vous faire monter la pression avant le Tour. FP, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Guillaume. On rappelle les plateformes avec Apple Podcast, Deezer, Spotify, les plateformes de streaming audio où l'on est, et puis la chaîne YouTube de Vélo Podcast où vous êtes de plus en plus à nous écouter. Un grand merci encore une fois. On va faire péter les scores sur le Tour de France comme d'habitude. FP, à bientôt. Ciao à tous, salut à tous. Ciao.